Bonjour à tous les Willovers et bienvenue à l'épisode 2 du Tom Talk sur Regarder n'est pas assez par Thomas Sédou, organisé par Willow Grove. La semaine dernière, vous avez découvert les secrets du radeau de la Méduse et aujourd'hui, c'est parti pour l'épisode numéro 2. Salut Thomas, salut Fanny. Hello, Bonjour Olivia, bonjour Fanny. On enchaîne. c'est Cool parti. chaîne. La prochaine œuvre dont j'aimerais vous parler, c'est une œuvre de Félix González Torres qui s'appelle Le Rideau. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette œuvre, euh, mais c'est une œuvre qui a été créée en 1992 et qui est constituée de petites billes de plastique que vous commandez dans un fournisseur très spécial dont l'artiste vous donne l'adresse. Et avec ces petites billes, en fait, ça crée des rideaux un petit peu similaires à ce que vous trouvez dans les commerces dans le sud pour éviter que les mouches rentrent dans les boucheries ou dans d'autres magasins. Les gens mettent des rideaux souvent en billes Donc, devant leur porte. C'est exactement la même chose, c'est la même matière, c'est vraiment des billes de plastique et qu'on peut commander à volonté pour obstruer un endroit et faire un rideau de passage. Ça, c'est l'idée. avec un certificat quand même. Bien sûr, avec un certificat de l'artiste qui indique que la pièce est véridique, qu'elle peut être adaptée aux dimensions qu'on souhaite, et avec les coordonnées du fournisseur officiel de l'artiste de ces fameuses petites billes. Et il y a environ, je pense que c'était en 2005-2006, je me souviens plus trop, Christie's a vendu dans une vente consacrée à l'art très très contemporain, qui était vraiment un nouveau secteur que Christie's n'avait jamais fait auparavant, a présenté sa première vente avec comme fer de lance de leur vente ce fameux rideau de González Torres. Et ils l'ont monté dans les nouvelles salles d'exposition de Christie's à New York, à Rockefeller Center, à l'entrée. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas pénétrer dans les salles d'exposition de la vente contemporaine sans passer à travers ce rideau. Et l'exposition a duré une semaine environ. Pendant 2-3 jours, tout le public donc traversait le rideau et rentrait voir l'exposition chez Christie's, jusqu'à ce que le New York Times explique l'œuvre de González Torres et explique en fait que toutes ces petites billes blanches et rouges représentent les globules de sang dans un individu. Et c'est une pièce qui est un hommage à tous ceux qui sont décédés du sida et qui sont positifs. N'oublions pas que nous sommes en 1992, donc on est quelques années après la grande crise du sida dans les années 80. Son idée, c'était de montrer à quel point le virus du sida était aléatoire et concernait non pas seulement les homosexuels, mais également les hétérosexuels, et que toute personne qui traverserait ce rideau deviendrait HIV positif automatiquement. Et dès la sortie du New York Times, dès qu'on a rouvert l'exposition chez Christie's, les gens refusaient, certaines personnes ne voulaient pas traverser le rideau, trouvaient que c'était une œuvre d'art qui n'avait pas sa place chez Christie's et ne voulaient pas qu'on leur impose ce rituel de passage parce qu'ils ne se sentaient absolument pas concernés et trouvaient que c'était pas correct de la part de Christie's d'imposer ça au public new-yorkais. C'est fou. Alors que 3 jours avant, ils y allaient. Ils y allaient de gaiement, bon train, mais tout d'un coup, cette œuvre qui sont uniquement des billes en plastique, c'est tout ce que c'est, uniquement, ont pris une dimension sociale gigantesque pour l'époque, et on l'a vendue quand même. Et la pièce a fait un record du monde à l'époque, je crois, de 680 000 dollars, une chose comme ça. Et par la suite, elle a été revendue à plus de 3 millions de dollars. Mais c'est une pièce très très importante de González Torres. Et c'est une pièce qui a marqué évidemment, qui est marquée par l'histoire des années 80 et du sida, mais aussi par son parcours lors des expositions, par les controverses que cette œuvre a créées, et le fait que les gens vraiment l'ont associé avec quelque chose d'extrêmement puissant, de mortel, Mais et après, de très inquiétant. ce qui est aussi fou, c'est qu'il y a un contraste. Nous, je me rappelle qu'on l'a vu il y en a une à la douane de mer à Venise, dans le palais enfin la Dogana, la Punta della Oui, Dogana. la fondation de François Pinault. Voilà, qu'ils ont installé. Alors, en tout cas, nous, la dernière fois qu'on y allait, elle était installée. Et c'est vrai que c'est sur toute la largeur du bâtiment. Et c'est magnifique en plus, parce que Oui. c'est ces espèces de petits. Ça ressemble un peu à des petits bonbons. C'est brillant, c'est hyper ludique. Enfin, quand t'as pas du tout le background, t'es comme un enfant qui a envie de jouer avec des perles. Enfin, il y a un côté hyper attirant.
Mais du coup, dès que effectivement tu sais que c'est ça que ça veut dire, bon, après de là à refuser de passer parce que tu penses que c'est magique, Et là, tu passais peut-être aussi, pas. par exemple, à la Punta de la Gana, Ouais, tu ouais, ouais. passes à travers. Ouais, c'est Oui, vraiment à c'est l'entrée. vraiment. C'est le premier dans la grande salle qui est à l'entrée du musée. C'est tu fais 10 mètres dans la pièce et tu dois traverser pour continuer la visite. Et ça devient vraiment un coup près. Une fois que tu sais ce que c'est, tout d'un coup, ça devient hyper imposant, très anxiogène, extrêmement présent. Ouais, Et tu as très vraiment un fort, rite de quoi. passage en disant, Mais tu te rends surtout, compte? c'est rare d'avoir une œuvre d'art que tu expérimentes, en fait. Quand on y pense, on parle de regarder n'est pas assez, mais là, c'est même au-delà de regarder. Là, Que c'est tu traverser n'est pas assistes à assez. l'œuvre d'art. Parce que même aujourd'hui, tout ce qui est performance, etc., tu assistes à une performance, à quelque chose qui se produit, mais en fait, tu fais rarement partie de l'œuvre. Et là, ce qui est dingue, c'est que chaque spectateur, en fait, a son rôle à jouer dans le rôle de l'œuvre, quoi. Mais c'est un peu la spécialité de González Torres, tu sais, c'est lui qui a fait les piles de bonbons dans Ouais, les où tu coins peux- des musées où tu peux Tout te le monde a servir le et droit tu peux en de prendre. piquer. Ouais. Oui, mais du Exactement. coup, c'est vrai que ça, il y a un côté un peu effectivement, enfin, limite absurde où tu te dis oh là là, est-ce que c'est vraiment de l'art? C'est un peu, est-ce qu'on va trop loin dans l'art contemporain dans ce genre de choses? Mais en fait, c'est vrai que pour le coup, finalement, le côté participatif est quand même hyper sympa. Enfin, même chez Christy, je me rappelle qu'on avait eu l'histoire des bonbons où effectivement, chacun, comme tu dis, rentre en contact avec l'œuvre. C'est un truc Et complètement puis, il mouvant. faut pas oublier le C'est contexte de assez l'époque. chouette, Donc, quand même. en 92, malgré le fait que les médias en parlaient beaucoup, etc., c'était encore une période où certaines personnes pensaient que le sida ne les concernait pas, que ça concernait uniquement les homosexuels, les gens à risque, mais que eux, dans leur train-train quotidien, n'étaient pas du tout exposés au virus et ne risquaient rien. Ce qui était évidemment complètement faux. Oui, donc c'est aussi l'œuvre, elle est puissante aussi à cause de ça. Autre tableau célèbre, mais cette fois-ci, on est transporté à New York, on va au MoMA. Probablement le tableau le plus important du musée d'art moderne de la ville de New York, qui est Les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso, peint en 1907, qu'on va tous voir un peu presque religieusement quand on va à New York en disant c'est le Sacro-Saint, c'est probablement le tableau avec Guernica le plus important du XXe siècle. Carrément du XXe siècle. Je t'allais dire pense, de Picasso, moi. Ah non, je pense sincèrement à un des 5 tableaux les plus importants du XXe siècle. Mais si vous pensez à un autre candidat qui pourrait détrôner Demoiselle d'Avignon, Allez-y. je vous écoute. Nous, on est sur le 21e siècle, donc. Exactement, donc c'est peut pas pas d'actualité. Donc, les Demoiselles d'Avignon, on est évidemment interloqué par le langage que Picasso a inventé. Seul, plus tard, Braque va le rejoindre et va y contribuer aussi, qui est le cubisme, et qui est cette façon très particulière de représenter de façon totalement inédite et nouvelle la troisième dimension. Effectivement, jusqu'ici, quand on peignait un portrait ou quand on peignait le visage de quelqu'un, on le voyait un peu en silhouette ou en 2 dimensions, mais il y avait une certaine partie de son corps, par la force des choses, qu'on ne pouvait pas voir. Et Picasso a trouvé plus juste d'inventer un langage où on pouvait voir l'entièreté de la personne dans sa troisième dimension sur un support à 2 dimensions tel qu'une toile. Et ça, donc, c'est 1907. Ça, c'est 1907. Ça la commence à la année. fin de 1906 et en 1907, c'est vraiment le début du cubisme. Okay. Et ça, c'en est son chef-d'œuvre absolu. Absolu. D'ailleurs, il l'a gardé dans son atelier pendant quelques années, pendant 5-6 ans, jusqu'à qu'il a été acheté, le tableau, en 1912, je crois, par un groupe d'investisseurs qui s'appelait La Peau de l'Ours, et qui l'ont acheté uniquement dans le but de revendre le tableau quelques années plus tard, ce qu'ils feront en le vendant à un collectionneur américain, qui lui-même le revendra au MoMA dans les années 30. Donc avant la Seconde Guerre mondiale, les Demoiselles d'Avignon a déjà rejoint le MoMA, ce qui est assez fou. Il n'a jamais bougé du MoMA depuis lors? Il n'a jamais bougé du MoMA. Et le MoMA a eu beaucoup de chance, parce qu'en 1939, avec l'arrivée des Allemands et de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que Picasso a fait? Il a envoyé son grand tableau Guernica, justement à New York, au MoMA, rejoindre les Demoiselles d'Avignon, par peur que les Allemands saisiraient le tableau, Guernica, et le détruiraient, bien entendu. Et du coup, le MoMA s'est retrouvé avec les 2 chefs-d'œuvre de Picasso, les Demoiselles d'Avignon et Guernica, et a pu faire les premières rétrospectives sur Picasso grâce à ces 2 tableaux phares majeurs, qui a posé le musée et évidemment l'artiste sur la scène mondiale. Mais qu'est-ce qu'on voit exactement? On voit des
des femmes apparemment dénudées qui se présentent aux spectateurs avec une nature morte au premier plan, avec des rideaux apparemment, on dirait des rideaux. Euh, et quand on regarde bien, on réalise qu'on est en fait dans la pièce d'accueil d'une maison close à Paris et qu'il s'agit en fait d'une scène de bordel. Enfin, quand on regarde bien. Quand on regarde bien, il faut le savoir, Oui. certes. Mais Regarder n'est pas ce assez. qui est assez incroyable, c'est qu'on a vu tout à l'heure Géricault parler d'un événement politique important national, qu'il a essayé de cacher tant bien que mal dans le titre de son tableau, mais que tout le monde a identifié immédiatement. Et là, Picasso appelle le tableau Les Demoiselles d'Avignon, mais en réalité, c'est une scène de bordel avec des prostituées qui se présentent aux spectateurs. Ce qui est quand même assez choquant, surtout au XXIe siècle, de voir une scène pareille. Et Thomas, donc tu dis que c'est spécialement choquant pour l'époque, donc en 1907, de représenter la prostitution comme ça. Est-ce que ça a déjà été fait avant ou est-ce que c'est vraiment novateur? Parce qu'il me semble qu'il y a quand même eu déjà pas mal de représentations, un peu de filles de peu de vertu. Et tu as tout à fait raison, courtisanes et tout Olivia. ça. La preuve, en fait, ce tableau est tellement important parce que non seulement il ouvre le cubisme, mais c'est aussi un résumé de toutes les influences de Picasso, notamment Toulouse-Lautrec, qui lui non seulement a peint des scènes de bordel, mais y a vécu pendant plusieurs années même, à la fin du 19e siècle, donc quelques années auparavant. On voit aussi non seulement l'influence de Toulouse-Lautrec, mais on voit aussi l'influence de l'art primitif, de l'art premier, avec ce masque qui ressemble à un masque africain sur le visage d'une des femmes, et également son séjour en 1906 à Gossol, où il a été également très impressionné par l'art primitif ibérien qu'il a pu voir ibérique, pardon, oui, qu'il a pu voir à Gossol. Donc c'est en Espagne. C'est en Espagne, C'est un village en Espagne dans lequel il a résidé. Exactement. Et la En 1906. présentation aussi, ça c'est un peu plus pointu, de la nature morte, qui est sur un plan inexistant et qui est en fait, qui partage notre espace et qui est une référence claire aux natures mortes de Cézanne. Génial. Bon, bah, merci Thomas. Merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, vendredi. Rendez-vous pour la suite du Tom Talks. Ciao. Merci beaucoup. Bye. Merci à vous deux et à vendredi prochain. Bye.